Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Action gouvernementale numéro 33, bienvenue à notre série d'entretiens avec les membres du gouvernement. Il circule à vive allure le train des nouvelles technologies. L'emprunter n'est plus une question de choix, c'est plutôt un passage obligé désormais, tant les TIC ont transformé le monde et bouleversé les façons de faire dans presque tous les domaines de la vie. La communication à l'ère du numérique, c'est la multiplication des canaux par lesquels circule à grande vitesse l'information de façon instantanée. Au Mali, cela se traduit notamment par exemple par le boom des télévisions privées, mais aussi le développement exponentiel des réseaux sociaux qui font désormais la concurrence aux médias traditionnels. Que fait le Mali pour ne pas rater le train des nouvelles technologies? Que fait donc le Mali pour ne pas rater le train de la révolution numérique, mais aussi pour en limiter les effets pervers? Quel est l'état des lieux de la presse et comment se porte la communication et la communication gouvernementale notamment? Nous poserons bien évidemment ces questions à Maître Moutaga Tall, le ministre de l'économie numérique, de la communication, porte-parole du gouvernement, est l'invité de ce 33e numéro de Action gouvernementale. Bienvenue donc, monsieur le ministre, et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec moi pour vous poser des questions, comme d'habitude, Sidiki Dambélé. Sidiki, bonsoir. Bonsoir Yaya. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, vous êtes le ministre de l'économie numérique, de la communication, porte-parole du gouvernement. Si l'on se réfère à ces titres-là, est-ce que vous vous considérez comme les griots du gouvernement, 2, les prêtres du gouvernement qui prêchent la bonne parole au peuple malien, ou 3, l'avocat du gouvernement? Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité et saluer celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Vous savez, le porte-parole du gouvernement est différent de tout ce que vous venez de dire. Il n'y a pas de gouvernance démocratique sans adhésion des populations, des citoyens. Et il n'y a pas d'adhésion sans compréhension de ce qui se passe d'une part et sans résultat d'autre part. Le rôle du porte-parole du gouvernement est de faire en sorte que tout ce qui se fait dans le cadre de l'action gouvernementale soit perçu de la meilleure façon. Que tout ce qui est transversal soit parfaitement bien compris par le porte-parole du gouvernement comme s'il était le ministre en charge du dossier, qu'il puisse, à partir de ce moment, bien assimiler et restituer correctement l'action gouvernementale. De cette façon, les citoyens, sachant exactement ce qui se passe, peuvent exiger des gouvernants la redevabilité, peuvent s'engager avec le gouvernement et faire en sorte que l'action gouvernementale puisse atteindre les objectifs fixés. Monsieur le ministre, quand on vous voit parler au nom du gouvernement, est-ce qu'on doit se dire que ce qu'il est en train de nous dire lui a été dicté ou bien on fait confiance en votre talent, en vos talents d'orateur? Vous savez, je l'ai dit, être porte-parole d'un gouvernement, c'est être capable d'assimiler tous les dossiers transversaux. Chaque ministre est porte-parole pour les actions relevant exclusivement de son département. Mais pour tout ce qui est transversal, en relation avec le segment, le ministre porte-parole du gouvernement doit être capable d'écouter, de comprendre et de rendre. On ne lui dicte pas des choses, mais il porte la parole de lui-même, on lui fait confiance. Être ministre procède de la confiance des plus hautes autorités, du président de la République et du Premier ministre. Il arrive que des instructions soient données, mais il n'y a pas de dictée. Est-ce qu'il s'agit pour vous de relayer au quotidien les informations relatives à l'action gouvernementale, ou il s'agit pour vous de défendre, d'expliquer, promouvoir l'action conduite par le gouvernement? Vous savez, la gouvernance par la sémantique est une illusion. La gouvernance, ce sont des actions. Mais il faut faire en sorte que ce qui est fait soit compris, que ce qui est dit soit fait. Donc, mon rôle, le rôle du porte-parole du gouvernement, encore une fois, c'est de faire en sorte que ce qui est fait, que ce qui est en projet, soit bien compris par les citoyens et que ceci accompagne l'action gouvernementale
Et sans cet accompagnement, il n'y a pas de réussite au bout. Monsieur le ministre, vous êtes le 4e porte-parole du gouvernement de l'ère IBK. Le régime a donc déjà usé 3 porte-paroles. Alors, est-ce à dire que porte-parole du gouvernement, c'est un exercice dangereux où on peut se retrouver en porte-à-faux quand même avec les dirigeants, ceux qui nous ont confié la parole? Allons-y au-delà du porte-parole. Il faut comprendre que la fonction ministérielle n'est pas un mandat avec un terme échu. Le ministre de la République, c'est qui, selon le chef de l'État et les chefs de gouvernement, en un instant T, leur semble être le mieux à même de conduire telle ou telle action. Alors, il faut éviter de croire que quand on est ministre, on est à perpétuelle demeure. Les plus hautes autorités ont toujours l'attitude de revoir la composition du gouvernement, soit par des remaniements techniques, soit purement et simplement par le départ d'un gouvernement et l'arrivée d'un nouveau gouvernement, donc un remaniement ministériel. Porte-parole, on a l'impression, monsieur le ministre, que la communication du gouvernement est limitée à des communiqués de presse, à des réactions qui viennent souvent, comme les médecins après la mort, ou souvent c'est le silence total. Qu'est-ce qui explique généralement cela? Non. Vous savez, l'action gouvernementale aujourd'hui, telle que nous la concevons, ne peut se résumer à des communiqués. J'ai soumis à Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement un projet complet pour prendre en charge l'ensemble de la communication gouvernementale, qui ne peut pas se réduire à des réactions. J'envisage de faire en sorte que nous puissions, au niveau du gouvernement, anticiper, que nous puissions être plus pédagogues par rapport à ce que nous faisons, que nous puissions être plus accessibles, tout en évitant, pour le porte-parole du gouvernement, le one-man show. Voilà la direction dans laquelle nous souhaitons aller. Monsieur le ministre, ailleurs, on voit des porte-paroles animer des points de presse presque quotidiennement, ou faire des déclarations sur les plateaux, sur les grandes décisions. Mais vous, on ne vous voit presque pas devant les médias. Est-ce que c'est une stratégie voulue ou Je ne confonds pas imposée? Je ne confonds pas vitesse et précipitation. J'ai un plan de communication complet. Je le déroulerai, mais il fallait, avant que je ne me lance dans une sorte d'aventure, être sûr exactement de ce que je fais et être sûr que ce que je fais et que ce que je ferai serait utile pour la visibilité et la lisibilité de ce que l'on fait au niveau du gouvernement. Parlons peut-être de l'architecture de la communication gouvernementale. Pour terminer, vous avez fait allusion tout à l'heure au centre d'information gouvernementale, Koulouba à sa cellule de communication, la primature à la sienne. Chaque département ministériel a son chargé de communication. Trop de communicants, finalement, ne tue-t-il pas votre communication? Pourquoi trop de communicants? Vous savez que le président de la République tout seul est une institution. C'est la première institution, c'est la clé de voûte des institutions. Il est donc normal, d'usage avéré, que le président de la République ait sa cellule de communication. Le gouvernement communique sur ce qui est transversal, sur ce qui est commun à l'ensemble des ministres. Mais chaque ministre communique sur ce qu'il fait. Il y a donc une complémentarité. Il n'y a pas risque de cacophonie. Mais pas pléthore. Il n'y a pas risque de cacophonie. Non, puisque les domaines de communication sont clairement définis. Mais aussi, il faut veiller à ce qu'il y ait une sorte d'harmonie, de rationalité interne, c'est-à-dire de cohérence entre ce qui se passe à ces différents niveaux. Là, encore, le porte-parole du gouvernement, le ministre en charge de la communication gouvernementale a un rôle à jouer en lien avec le segment et en lien avec la communication présidentielle. Le porte-parole-là ne se limite pas au niveau national, monsieur le ministre. Pourquoi le porte-parole que vous êtes ne se prononce pas sur des questions d'intérêt sous-régional ou international, marquant l'actualité, par exemple la question sahraoui, la réintégration du Maroc à l'Union africaine, la primaire des Républicains, l'élection de Trump,
on ne vous a pas écouté, on ne vous a pas entendu sur ces questions-là. Parce que vous ne m'avez pas interrogé, simplement. Mais ailleurs, des porte-paroles prennent la parole. Ils y réagissent sur des questions d'intérêt au nom de l'État. Ailleurs, les journalistes bousculent le porte-parole du gouvernement au nom du droit à l'information. Rassurez-vous que les portes sont ouvertes et nous allons vous bousculer désormais. Elles n'ont jamais été closes. Elles ne le seront jamais. Merci, Monsieur le Ministre. Passons donc à l'économie numérique. L'économie numérique, Monsieur le Ministre, donc quand cette dénomination est parue pour la première fois dans l'architecture gouvernementale, on a bien cru à un effet de mode. Aujourd'hui, la question se pose un peu moins, mais dites-nous en quelques mots, en quoi est-ce que cela est nécessaire? Attention, l'économie numérique est tout sauf un effet de mode. L'économie numérique, c'est un concept, c'est une économie qui est essentiellement fondée sur l'évolution des nouvelles technologies. Son champ d'application est relativement vaste et évolue un peu d'ailleurs en cercle concentrique. Il y a ce qui constitue le secteur naturel de l'économie numérique qui est connu de tous, c'est-à-dire les logiciels, c'est-à-dire le matériel informatique, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux télécommunications, de façon générale et de façon plus particulière à l'audiovisuel. À côté, et c'est là le deuxième cercle, il y a tous les secteurs du commerce, de la distribution, de l'automobile, des jeux. Et le troisième cercle est le plus important. Vous trouverez rarement un domaine aujourd'hui qui ne se développe grâce au numérique. Prenez l'agriculture, l'élevage, l'éducation, la santé, les transports et n'importe quel autre domaine aujourd'hui et imaginez ces domaines sans le numérique. Vous vous rendrez compte qu'on risque de retourner à la préhistoire. Donc, c'est la plus-value des nouvelles technologies dans tous ces domaines qui constituent l'économie numérique. Vous comprendrez qu'il n'y a pas là, effectivement, un effet de mode parce que, ces secteurs ne pourrait plus vivre sans le numérique. 2, si nous regardons aujourd'hui notre économie, il y a à peu près un apport de l'ordre de 10% au produit intérieur brut. Pourquoi un département spécifique? Là, vous m'amenez à parler peut-être des apports du numérique qui peuvent se décliner en termes d'efficacité, en termes de transparence, en termes de rentabilité. Illustration, le fait aujourd'hui que notre administration dispose d'un réseau intranet où il y a plus de 100 services qui sont interconnectés permet d'atteindre une efficacité presque optimale. Si vous allez aujourd'hui au Trésor, les trésoriers payeurs pourraient vous dire voilà où j'en suis exactement. Comment peut-il le faire? Parce que derrière, il y a d'autres qui s'occupent d'un certain nombre de choses. Et le numérique a des applications concrètes très poussées. Nous disposons d'un data center qui permet aujourd'hui à toutes les autres administrations de ne pas se focaliser sur les questions de formation, sur les questions de stockage de leurs données, parce qu'il y a un service logistique qui est dédié à cela. Vous avez tout ce qu'il y a aujourd'hui comme communication par le téléphone portable. Vous imaginez-vous, vous-même aujourd'hui, sans téléphone portable, mais il y a d'autres applications que l'on voit, mais on ne s'en rend pas compte. Bamako, aujourd'hui, est sous vidéosurveillance. Ce qui peut se passer sur les grandes artères est connu, et du ministre de la Sécurité et au niveau du ministère de l'économie numérique. Vous voyez les policiers échanger par talkie pour fluidifier la circulation. Tout cela, c'est l'économie numérique. Et si je dois en parler, nous... Et bien évidemment, Monsieur le Ministre. Et l'objectif, c'est quoi à court terme? Prenons l'horizon 2018. L'objectif, c'est quoi en matière d'économie numérique? Faire du Mali un citoyen connecté au monde? Vous savez, être connecté aujourd'hui n'est pas une option. Ne pas être connecté,
c'est faire le choix de compter parmi les néo-analphabètes. Ne pas être connecté, c'est rater le tournant le plus fantastique, ou un des tournants les plus fantastiques de l'histoire de l'humanité. Donc nous avons pour mission de faire en sorte que les outils numériques soient développés au Mali et qu'il y ait l'accès le plus large possible, et ce, à tous les niveaux. À rendre le numérique accessible, à rendre le numérique possible pour chacun. Quand vous parlez comme ça d'économie numérique, est-ce que c'est en termes d'argent ou en termes de gain de temps? Les deux vont ensemble. Si vous pouvez parler avec votre partenaire, avec vos parents qui sont à Tombouctou ou à Kaye, sans avoir besoin de vous déplacer, vous aurez fait un gain de temps et vous aurez fait un gain d'argent extrêmement important. Donc le numérique prend en charge l'ensemble de ces questions. Vous prenez un étudiant, par exemple, qui fait des cours à distance, il y a des gains d'argent, il y a des gains de temps, parce qu'il n'aura plus besoin de se déplacer pour aller à la faculté et il n'aura plus besoin de payer le carburant pour sa moto ou de payer le prix de la course de taxi. Donc ces deux volets vont forcément ensemble. Okay. Parlant argent, le numérique c'est aussi, je vous ai parlé tout de suite de communication téléphonique. Comment faire pour réduire les coûts? Peut-être que nous en parlerons. Oui, il y a l'argent et le temps, ça va ensemble. Alors, Monsieur le ministre, des chercheurs anglais nous placent notre pays parmi un groupe de 28 pays subsahariens où le taux d'accès à Internet est très faible. Moins de 10% selon leurs études. Donc, quand on ajoute à cela les difficultés liées au coût du matériel, les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour que le Malien soit un citoyen connecté. Ma mission est de faire en sorte que toutes ces conditions soient progressivement réunies. On ne peut pas dire nulle part au monde que nous sommes dans une connexion à 100%. J'ai récemment conduit une délégation nationale en Estonie, qui est peut-être le pays le plus connecté au monde, mais ne sont pas encore à 100% de connexion. Et nous travaillons progressivement, faire en sorte qu'avec des coûts abordables, avec une formation subséquente, on puisse avoir le taux de pénétration le plus fort possible en matière de connexion. Si je me réfère à ces chiffres, il y a 90% de la population malienne qui est donc en dehors de ce système de la révolution numérique. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour que ces 90% soient des citoyens connectés? Les chiffres vous engagent, ne m'engagent pas. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de faire en sorte, encore une fois, qu'il y ait une infrastructure numérique acceptable. Le Mali, comme certains autres pays, comme le Burkina Faso et le Niger, font partie de ce qu'on appelle l'interland. L'interland, c'est-à-dire des pays qui n'ont pas une façade maritime. Et aujourd'hui, pour être connectés de façon satisfaisante, qualitativement, et à moindre coût, il faut être branché à la fibre qui vient généralement par la mer. Donc nous, pour être connectés, nous avons un coût de transit à payer. Nous avons une qualité un peu moindre que les pays de la façade maritime. Nous faisons en sorte qu'au niveau communautaire, notamment de la CEDEAO, que ces problèmes soient pris en charge et que par un mécanisme de solidarité, ces contraintes puissent être levées de façon à ce que nous puissions avoir les mêmes chances ici qu'ailleurs. Mais au-delà, il y a une politique volontariste du gouvernement qui se manifeste par plusieurs dizaines de milliards de nos francs aujourd'hui investis dans le développement de la fibre optique. C'est cette fibre qui permet d'avoir une bande passante assez large pour permettre toutes les applications dont nous parlons et qui peut permettre de réduire les coûts. Mais nous devrions aussi travailler avec les universités, au-delà même avec les écoles. L'AGETIC, qui a en charge ces questions,
travaille pour faire en sorte que les communes du Mali soient connectées, que les écoles soient connectées, que les associations soient formées et connectées. Donc c'est ainsi que progressivement, nous pourrons amener à connecter toujours un nombre plus grand de Maliens. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, cela ne se fait pas à 24 heures. Monsieur le ministre? Nous allons sûrement plus tôt. Connecter les communes, les écoles, c'est bien beau, tout cela, monsieur le ministre, mais pour accéder à l'Internet aujourd'hui, la base, c'est l'énergie, c'est l'électrification. Dans les zones où il n'y a pas d'électricité, comment allez-vous parler de connexion Internet? Vous parlez peut-être d'électricité classique, mais de plus en plus, il y a l'électricité solaire, il y a les sources d'énergie. Il est clair que sans énergie, il n'y a pas d'Internet, mais il est aussi vrai que le gouvernement travaille à faire en sorte que tous les jours, un nombre plus grand de Maliens puissent bénéficier de la couverture électrique. Parlons du gouvernement, monsieur le ministre. Nous avez parlé tout à l'heure de l'AGETIC. Quand on voit nos ministres à l'heure du numérique avec de grosses piles de dossiers, j'ai dû constater que le ministre de l'économie numérique en avait en entrant dans cette salle. Alors, pourquoi nos ministres ne sont pas connectés et à quand votre conseil des ministres sans papier? Moi, j'observe que les journalistes ont plus de papier que le ministre de l'économie numérique. Le ministre de l'économie numérique a plus de moyens que les journalistes. On n'a pas les moyens de nous enseigner. D'accord. Nous travaillons à faire en sorte que les conseils de cabinet, d'abord autour du Premier ministre sans papier, soient une réalité à très brève échéance. Et que d'ici la fin du premier semestre 2017, nous arrivions au conseil des ministres sans papier. Imaginez simplement tout ce qui se passe autour du débat budgétaire, de sa préparation à l'adoption du budget par les députés. La quantité de papier que nous consommons, non seulement c'est moins efficace, ça peut perdre du temps, et je suis sûr que ma collègue en charge de l'environnement applaudira à demain quand on fera l'économie de tous ces bouts de papier qui jouent de façon très négative sur notre environnement. Il y a là un des projets que nous portons, un des projets auxquels nous tenons le plus, et je l'espère que nous aurons prochainement l'occasion d'en parler, et vous verrez très bientôt des conseils de ministres sans papier. Monsieur le ministre, il y a des pays de la sous-région qui sont exactement dans les mêmes conditions que nous, qui n'ont pas de façade maritime, qui y sont allés depuis près de 2 ans maintenant, ou plus de 2 ans. Pourquoi nous y allons si lentement quand même? Mais écoutez, peut-être que dans ce domaine précis, ils ont une certaine avance sur nous. Et si on regarde bien, dans d'autres domaines, nous aurons une avance sur eux. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes décidés à résorber les retards que nous avons dans ce domaine. Si retard il y a. La transition vers le numérique, le Mali a raté le premier rendez-vous, c'était en juin 2015. Vous tablez maintenant sur fin 2017 avec l'UIT. C'est un délai tenable, raisonnable pour vous, fin 2017? Vous parlez de la transition vers le numérique et de ce qu'on appelle communément l'écran noir. Oui. C'est vrai que l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, a donné des délais pour que tous les pays du monde puissent migrer de l'analogique vers le numérique. Et cette migration, cette transition a des bénéfices extraordinaires pour chacun des pays. Je dois dire que je ne connais pas malheureusement un seul pays ouest-africain qui ait tenu ces délais et qui ait terminé sa transition totale vers le numérique. Mais je dois reconnaître aussi que le Mali est très largement en retard dans ce domaine. Nous avons soumis au chef du gouvernement un projet très clair, très cohérent, qui pourrait nous permettre non seulement de rattraper le retard que nous avons, mais peut-être de prendre un avantage, une avance certaine dans ce domaine. Je puis vous dire que pour ce qui est en cours, que les nouveaux délais fixés, qui sont d'ailleurs très tenus, qui sont très courts, seront sans doute respectés si ce projet est validé, et je pense qu'il est en voie de l'être. Il y a de rares pays africains qui ont respecté le premier délai. Il y en a qui y sont allés de façon partielle et nous, rien. Comment expliquer cela? Ce que je sais, c'est que nous ne nous accommoderons pas de la situation actuelle, que nous avons pris des initiatives très fortes qui devraient nous amener, encore une fois, non seulement à résorber les retards, mais à prendre une certaine avance dans ce domaine. Nous sommes suffisamment avancés
sur ce chantier. Vous avez des moyens de cette politique? Vous avez des moyens pour ça? Nous allons nous donner les moyens de cette politique qui coûte très cher. Plus de 44 milliards. Non, beaucoup plus que 44 milliards, beaucoup plus. Il faut se donner d'abord les moyens institutionnels et légaux, c'est fait, les textes ont été adoptés. La Société malienne de transmission et de diffusion vient d'être mise sur les fonds baptismaux, mais ensuite il faut se donner les moyens financiers. Nous le ferons dans le cadre des partenariats publics et privés, dans le cadre des PPP, et de façon à ce que le coût le coût important, le coût élevé, puisse être rassemblé, mais en veillant à ce qu'il y ait derrière les moyens de rentabiliser tous ces investissements. C'est absolument possible parce que la transition de l'analogique vers le numérique libère un certain nombre d'espaces qui pourraient permettre de faire des rentrées financières importantes. Monsieur le ministre, la révolution numérique, c'est aussi les télécoms, la télécommunication, la téléphonie mobile notamment. Nous avons aujourd'hui sur la place 2 opérateurs téléphoniques, un troisième aux abonnés absents et un quatrième qui est annoncé. On aura peut-être un quatrième opérateur avant d'avoir un troisième? Rares sont les pays de la sous-région où il n'y a que 2 opérateurs. Donc il y a de l'espace. Il y a une certaine viabilité technique et financière pour d'autres opérateurs. Le Mali a fait le choix, il y a quelque temps, d'avoir un troisième opérateur qui a payé 55 milliards de nos francs pour avoir la licence. Mais à l'époque, nos textes n'impartissaient pas de délai pour commencer à opérer. Donc le troisième opérateur aujourd'hui, difficilement peut être contraint à commencer à tel ou tel moment, mais lui-même, compte tenu des investissements importants qu'il a eu à faire, a le plus grand intérêt à commencer à travailler. Et de ce que je sais, il est en train de se préparer pour effectivement être présent et opérer sur le terrain. Si vous ne pouvez pas lui fixer des délais contraignants, il s'en fixe au moins lui-même? Je crois savoir qu'il se fixe des délais et qu'il va très bientôt commencer à travailler. Mais les textes ont été relus. Et désormais, tout opérateur bénéficiaire d'une licence serait tenu de commencer dans un délai donné. Maintenant, cette disposition qui manquait dans nos textes a été inscrite et il en sera désormais ainsi. Mais précisément, quel est le nouveau délai? Est-ce qu'il y a un nouveau délai qui est fixé? 1 an. 1 an. 2017? Non. Tout opérateur bénéficiant d'une licence est tenu dans l'année qui suit à commencer à opérer. D'accord. Donc les deux vont commencer dans 1 an, troisième et quatrième opérateur. Pour le troisième opérateur, il n'y avait pas de délai légal. Parce qu'il y avait un silence des textes. Il y avait une lacune des textes. Maintenant qu'il y a cette disposition dans les textes, tous les nouveaux opérateurs seront tenus par ce délai d'1 année. Alors, la quatrième licence... Parce que la loi ne rétroagit pas. Oui. Elle dispose pour l'avenir, vous le savez mieux que moi. Le troisième opérateur, il n'a pas de contrainte, il viendra quand il le voudra. Le quatrième aura 1 an pour s'installer. Je ne peux pas parler pour le troisième opérateur. Je sais que nul n'a intérêt à geler 55 milliards d'investissements. Ça n'a aucune rationalité économique et financière. Et le ministre en charge du secteur, je crois savoir qu'il s'apprête à venir et à commencer. Parlez-nous un peu de cette quatrième licence, de ce quatrième opérateur. Il sera là dans un délai d'1 an. Qu'est-ce qu'il va apporter selon vous? Vous savez, nous sommes en train de préparer cette quatrième licence, mais au moment où je vous parle, nous n'avons pas encore pris la dernière décision qui devra se faire avec le régulateur et toutes ces décisions devraient être validées par le gouvernement. Cette phase n'est pas encore achevée, ce qui ne me permet pas de vous dire aujourd'hui que tout cela va commencer tel jour et telle heure.
Alors parlons du coût des communications. Monsieur le ministre, les Maliens espèrent bien que l'arrivée du troisième, du quatrième opérateur permettra donc de réduire les coûts de communication au Mali. Quand les organisations de la société civile ont fait le calcul, ils sont arrivés à la conclusion que la communication, la connexion Internet et le transfert d'argent coûtent plus cher au Mali que partout ailleurs dans la sous-région. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Il est clair que la concurrence joue sur les prix, sur les tarifs, et qu'avec l'arrivée peut-être des deux opérateurs prévus, il y aura une baisse sensible des coûts. Mais ce n'est pas le seul levier sur lequel nous devons agir. Nous considérons ces opérateurs de téléphonie comme des entreprises citoyennes et qui interviennent dans beaucoup de domaines dans notre pays. Il faudrait que ces opérateurs comprennent que leur intérêt, c'est de faire des chiffres d'affaires. Et plus c'est bas, plus il y a une forte tentation à téléphoner. La même réalité vaut surtout pour les tarifs de roaming. Quand vous quittez Bamako pour aller à Conakry, à Abidjan, à Dakar, vous êtes obligé d'éteindre votre téléphone et de le placer quelque part, tant les coûts de roaming sont élevés. Nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que ces tarifs pour les roaming soient ramenés au niveau le plus bas ou qu'ils disparaissent dans le cadre au minimum de l'UEMOA et du G5. Et là, les principaux opérateurs, les principaux bénéficiaires seront les opérateurs eux-mêmes. Parce que, au lieu de rester sans chiffre d'affaires, si on peut continuer à téléphoner à moindre coût, il en va de l'intérêt de tous, de l'usager et de l'opérateur. Rappelez-vous, M. le ministre, il y a eu un mouvement de boycott même des produits d'un opérateur téléphonique parce que le coût était très élevé. Le marché est libre. Si je comprends bien, le gouvernement n'a aucune marge de manœuvre sur les coûts téléphoniques? Vous savez, dans ce domaine sensible, il vaut mieux ne pas procéder par oukase. Il faut procéder par concertation entre le régulateur, le gouvernement et les opérateurs, dans l'intérêt bien compris de tous. Et personne n'a intérêt à appliquer des tarifs qui rendent prohibitif l'utilisation du téléphone. Mais en toute hypothèse, le gouvernement ne s'accommodera jamais des taux de communication, encore une fois, prohibitifs ou hors de portée de nos concitoyens. Les concertations sont engagées, les concertations continueront, les investissements pour les infrastructures devraient se faire, les interconnexions pour la fibre optique qui peut rendre les coûts plus bas sont en cours et de nouveaux opérateurs sont attendus. C'est la somme de tout cela qui fera en sorte que les tarifs de communication seront inéluctablement plus bas. Monsieur le ministre, quand le même opérateur applique des tarifs plus hauts dans votre pays que dans tous les autres pays de la sous-région où il opère, reconnaissez que c'est une situation qui est quand même un peu révoltante. Qui ne sera pas acceptée. Et qui est acceptée présentement. Non, nous travaillons à ce que les tarifs baissent. Nous travaillons encore une fois à faire en sorte que les tarifs dans les pays de l'Interland soient au même niveau que les tarifs dans les pays qui ont une façade maritime. Il faut simplement vous dire que dans ce domaine, tout se passe comme, je ne sais pas, pour tous les produits qui quittent les ports des pays voisins pour venir au Mali. Il y a pour le fret, par exemple, un tarif pour faire venir les marchandises à Bamako. La tonne kilométrique coûte quelque chose qui s'ajoute au prix de vente ici à Bamako. C'est la même chose pour les télécoms. Mais encore une fois, nous essayons de mettre en branle un certain nombre de mécanismes de solidarité communautaire pour faire en sorte que toutes ces différences soient gommées. Le gouvernement y travaille quotidiennement et le bout du tunnel n'est pas très loin. Mais en attendant l'harmonisation de ces tarifs au niveau de l'espace UEMOA, le gouvernement ne peut pas dire à un opérateur « revoyez vos tarifs, c'est très cher ». Je vous dis que nous procédons par consultation, par concertation tripartite. Le régulateur, le gouvernement, l'opérateur. Mais qu'en toute hypothèse,
le gouvernement garde la main sur la décision finale. Les Maliens attendent une baisse des coûts de communication. Cela ne risque pas d'arriver dans les jours qui viennent? Peut-être pas dans les jours qui viennent, mais dans les semaines et les mois qui viennent, sans aucun doute. À l'horizon 2018? Dès que possible, et nous y travaillons dur. Monsieur le ministre, cela pose aussi le développement des nouvelles technologies, pose aussi des problèmes de sécurité. Les opérateurs téléphoniques au Mali ont dans le temps vendu des puces comme des petits pains dans les rues. Vous avez décidé de mener une opération d'identification des abonnés téléphoniques. Les retardataires avaient un délai. Passé ce délai, qu'est-ce qui va se passer maintenant? L'identification des abonnés pour le téléphone est une question de sécurité nationale. On peut tout faire à partir d'une puce. Et si l'opérateur ne peut pas te dire qui est le propriétaire de la puce, jamais on ne pourrait identifier l'auteur d'un acte répréhensible, à plus forte raison empêcher que d'autres actes puissent se reproduire. Pourquoi le gouvernement a décidé de procéder à l'identification de tous les détenteurs de numéros de téléphone au Mali? La tâche est difficile. Nous avons donné des délais, puis nous avons prorogé ces délais. La dernière prorogation est pour le 10 décembre. Pourquoi? J'invite les retardataires, ceux qui ne l'ont pas encore fait, à le faire parce que malgré la bonne compréhension du gouvernement, il est impossible, dans le contexte sécuritaire qui est le nôtre, de proroger encore davantage. En clair, le 10 décembre, tous ceux qui ne se seront pas fait identifier n'auront plus de possibilité de communiquer avec les puces qu'ils détiennent aujourd'hui. Donc c'est un rappel important que je fais aujourd'hui et pour que chacun comprenne encore une fois qu'un nouveau report est absolument impossible et serait contraire d'ailleurs à nos engagements sous-régionaux. Quel bilan vous faites aujourd'hui de cette opération? Est-ce que vous pouvez la qualifier de succès? J'en ai récemment parlé avec les opérateurs qui m'ont dit qu'eux-mêmes n'ont plus besoin de report parce que le taux d'identification est très satisfaisant. Il s'élève à combien? Parce qu'on voit chaque opérateur revendique des millions d'abonnés. Vous avez des chiffres? Je ne voudrais pas répéter mécaniquement des chiffres qu'on m'a donnés, mais dans les deux cas, selon eux, ils sont autour des 90% de taux d'identification ou au-delà de ces 90%. Monsieur le ministre, parlons des médias d'État, notamment parlons de l'ORTM. L'ORTM qui, dans le cadre de la transition vers le numérique, est concerné par un certain nombre de réformes, avec notamment la création de la Société malienne de télédiffusion. Vous avez là-dessus un bras de fer avec le comité syndical de l'ORTM. Alors, est-ce que vous comprenez les inquiétudes aujourd'hui de ces travailleurs? Écoutez, parlons de l'ORTM, non pas simplement en termes de la chaîne nationale de télévision. L'ORTM va au-delà de ça. Vous le savez mieux que moi, l'ORTM, c'est la chaîne 2 de la télévision qui est aujourd'hui diffusée par satellite. L'ORTM, c'est la chaîne 2 de la radio. L'ORTM, c'est la radio rurale. Mais l'ORTM, c'est aussi toutes ces stations régionales. L'ORTM, c'est aussi les centres TV/FM à l'intérieur du pays. L'ORTM, c'est enfin les centres émetteurs de Kati et du Point G. Il est vrai que la création de la Société malienne de transmission et de diffusion, qui était issue de l'ORTM, a posé quelques difficultés. Mais aujourd'hui, sur la base d'un projet managérial proposé par le nouveau directeur général, et sur la base d'une lettre de mission très claire qui lui a été adressée, nous essayons de prendre à bras le corps l'ensemble des problèmes de l'ORTM pour faire en sorte, et c'est l'objectif, que les Maliens reviennent vers ce qui leur appartient. Dans ce cadre, beaucoup d'efforts ont été faits. Il y avait près d'une cinquantaine de stations régionales qui étaient à l'arrêt et qui aujourd'hui ont redémarré. Poser la question à nos concitoyens
de Bougouni, de Nara ou d'ailleurs, ils sont tout heureux aujourd'hui d'avoir leur radio. Mais rien de ce que nous envisageons à l'ORTM ne peut se faire sans un climat social apaisé. Il y a eu, vous l'avez rappelé, des conflits sociaux assez durs. Et j'ai moi-même reçu le comité syndical il y a moins de 2 semaines pour que nous passions en revue les engagements et les niveaux de leur mise en œuvre. Il y a encore beaucoup de travail, mais il n'y a pas de conflit ouvert. Et c'est dans ce cadre que des choses sont en cours, certaines réalisées, d'autres en cours de réalisation. Pour ceux qui suivent l'ORTM, chacun voit aujourd'hui qu'il y a un nouvel habillage pour le journal télévisé, que nous essayons de rendre aux téléspectateurs le respect que nous leur devons en commençant le journal télévisé à 20h pile, pas à 20h01, que nous essayons de faire en sorte que le journal ne soit plus un journal de 1h, 1h10, 1h20, mais dans toute la mesure du possible, calé sur 40 minutes et en cas d'extension, veillez à ne pas dépasser les 45 minutes. Mais il y a d'autres choses qui sont en cours. Nous allons très prochainement, avec toujours la direction de l'ORTM, avoir un décor tout à fait nouveau, un studio tout à fait nouveau pour le journal, mais de façon plus substantielle. Il faut faire en sorte que l'ORTM et l'AMAP soient les principales sources d'informations sur le Mali. Nous devons travailler à faire en sorte que s'il y a un événement sur le Mali, l'ORTM, l'AMAP, soient les sources d'informations premières et les plus sûres. Que nos compatriotes n'aillent pas chercher ces informations sur d'autres chaînes ou sur d'autres agences internationales. L'ORTM ne joue pas aujourd'hui ce rôle? L'ORTM tend de plus en plus à le faire. Nous avons reçu beaucoup de critiques et l'ORTM elle-même est d'accord sur le fait qu'il y a des efforts à faire dans ce domaine qui ont commencé. Vous voyez les écritères que nous commençons à faire, les bandes défilantes quand il y a des événements. On n'est plus obligé d'attendre le 13h ou le 20h pour parler de ce qui concerne le Mali. Mais il y a aussi une très forte demande de débats contradictoires sur l'ORTM, des débats de société, des débats politiques. Je pense que très prochainement, ces débats vont avoir lieu de façon à ce que les citoyens soient mieux informés. Tout cela se fera dans le cadre d'une nouvelle grille en préparation et dans le cadre, cela est important, du renforcement du rôle et de la place des langues nationales dans ce que fait l'ORTM. Vous l'avez dit, Monsieur le ministre, les Maliens se plaignent de l'ORTM, l'opposition aussi, qui n'est pas du tout contente de son traitement sur les internationales. Donc, alors, est-ce que c'est vous qui donnez des instructions par rapport au traitement de l'opposition sur la télévision, sur la radio nationale? Rappelez-vous que le ministère dont j'ai la charge aujourd'hui s'appelait il n'y a pas bien longtemps ministère de l'économie numérique, de l'information et de la communication. Le président de la République a souhaité que le mot information saute parce que nous ne sommes plus au temps de l'information et de la censure. En clair, l'ORTM, comme l'AMAP, ne constitue pas des médias d'État ou ne constitue plus des médias d'État, mais des médias publics. Cela signifie quoi? Que ces médias n'appartiennent pas au gouvernement, appartiennent au Mali et que les journalistes qui y sont invités à faire preuve de professionnalisme, à faire preuve de responsabilité. Lorsque l'opposition s'est plainte, moi, pour dire nous sommes maltraités, nous sommes victimes de la censure, je leur ai dit, ensemble, faisons en sorte que l'ORTM soit ce que nous voulons tous qu'elle soit. Venez me dire, cas par cas, de quoi vous vous plaignez. Je rentrerai en discussion avec la direction, avec les journalistes, pour faire en sorte que le traitement de l'information soit la plus équilibrée possible. Parce que là, il en va de l'intérêt de l'ORTM qui gagnerait plus en crédibilité. J'ai reçu les émissaires de l'opposition, ils se sont engagés à m'envoyer
un dossier complet que j'attends depuis 3 mois. Mais, monsieur le ministre, quand le chef de file de l'opposition lui-même dit au président de la République, monsieur le président, libérez l'ORTM, est-ce que vous ne vous sentez pas indexé, vous, en tant que ministre de la Communication? C'est pour ça que je lui ai demandé de me donner des éléments précis qui me permettraient d'engager la discussion avec les journalistes et la direction de l'ORTM pour que l'ORTM, si besoin, soit libre. J'attends son dossier. Vous regardez l'ORTM, monsieur le ministre? C'est un plaisir et un devoir pour moi de suivre l'ORTM. Vous le suivez par devoir? J'ai très clairement dit que c'est un devoir et un plaisir pour moi de suivre l'ORTM. Il se dit que beaucoup de ministres ne suivent pas l'ORTM. Je doute que ceux qui le disent soient dans les secrets de ce que font et ne font pas les ministres. Comment appréciez-vous le produit final, les produits de l'ORTM? J'ai clairement indiqué aujourd'hui que l'objectif est de faire en sorte que les Maliens reviennent et retrouvent ce qui leur appartient. Que l'ORTM doit faire un effort pour que les Maliens reviennent et que les Maliens doivent faire un effort pour revenir à l'ORTM. Cela veut dire qu'il faut une grille, qu'il faut prendre en compte toutes les préoccupations exprimées, qu'il faut prendre en charge toutes les critiques formulées et faire en sorte que la chaîne nationale soit vraiment nationale. Monsieur le ministre, la tour de l'ORTM, la première pierre qui a été posée, je crois, en 2010, a même disparu. C'est pour vous dire que les chantiers n'existent que de nom maintenant. C'est un projet qui est tombé à l'eau? Je vous ai parlé de ce dossier de la transition vers le numérique qui ne peut être réalité si l'ORTM reste dans ses locaux. Ces locaux sont en constante réflexion et réaménagement. Et je pense qu'il y a des efforts aujourd'hui qui sont en cours pour que pour le prochain hivernage, vous ne soyez pas obligés de prendre une pirogue entre la porte de l'ORTM et les studios. Mais au-delà, il faudrait faire en sorte que cette tour soit une réalité. Non pas par plaisir, mais parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire le numérique là où vous êtes. Tel que nous ambitionnons de le faire, en tout cas, cette transition vers le numérique. Donc, le dossier de la transition qui est en cours et qui est aujourd'hui en discussion avancée inclut la tour de l'ORTM. Mais au-delà de ces aspects, il y en a d'autres. Hein. Quand j'ai visité l'ORTM après ma prise de fonction, j'ai été très fortement frappé par l'état dans lequel se trouvent aujourd'hui les archives de l'ORTM. Il y a des efforts pour la numérisation. Mais si nous ne les faisons pas vite et bien, le Mali va perdre sa mémoire. Il y a une bonne partie aujourd'hui en péril avancé, mais nous avons décidé de prendre aussi ce dossier à bras le corps. D'autres chantiers sont envisagés. Il y a de nouvelles régions. Il faut donc qu'il y ait des stations régionales à Menaka et à Taoudéni. Il y a des stations qui ont été détruites par qui l'on sait. On ne peut pas laisser ces stations dans ces conditions parce que l'ORTM, à travers la radio, à travers la télé, c'est aussi un lien ombilical pour l'ensemble des Maliens. Monsieur le ministre, mais vous savez quand même qu'à l'ORTM, on manque de tout. Il n'y a pas assez de caméras, seulement une dizaine, pas assez de véhicules de reportage, pas assez de personnel formé, qualifié. Comment voulez-vous que l'ORTM soit performant dans ces conditions-là? L'ORTM n'a pas tout ce dont elle a besoin. L'ORTM dispose du minimum pour faire face à cette mission. Il faudrait que nous fassions en sorte que chacun d'entre vous, que chacun d'entre nous fasse preuve d'engagement, de persévérance, de patience, mais que le gouvernement aussi accepte, dans la mesure des possibilités budgétaires, de doter l'ORTM du minimum indispensable, ce qui, de mon point de vue, est le cas aujourd'hui. Vous savez, j'ai conscience que certains jours, quand on regarde le conducteur, c'est-à-dire tout ce que l'ORTM doit couvrir dans la journée, qu'on peut se retrouver avec 20, 30, 40 activités, quelquefois 5, 6, 7 activités à la même heure, avec combien de caméras. C'est vrai, c'est une réalité.
nous le savons. Nous ne pouvons pas dire que tout cela sera réglé dans le cadre de l'exercice budgétaire 2017, mais nous allons cheminer ensemble avec l'ORTM, l'ensemble de son personnel pour relever progressivement les défis qui se posent dans le cadre des allocations budgétaires qui restent possibles. Monsieur le ministre, parlons des télévisions privées qui poussent aujourd'hui comme des champignons. Alors, la haute autorité de l'audiovisuel, donc la HAC, a fait le constat. Il y en a beaucoup qui sont installés aujourd'hui sans autorisation aucune, qui ne sont donc pas dans les règles. Est-ce qu'on va attendre qu'on soit dans le même schéma que pour les radios avant de réagir? Vous savez que la haute autorité de la communication, la HAC, est devenue une autorité indépendante et je m'impose l'obligation de respecter son indépendance, de respecter ses prérogatives et de vous inviter à approcher la HAC pour avoir réponse à cette question. Mais est-ce que la question suscite de l'inquiétude quand même chez le ministre de la Communication que vous êtes? Quand on voit par exemple le nombre de téléconfessionnels aujourd'hui qui voient le jour, on sait que la religion c'est un domaine sensible. Vous savez que je n'ai pas peur de la religion. Il ne s'agit pas d'avoir peur. Non. En vérité, il faut que chacun dans le domaine qui est le sien se conforme à la loi. Il faut que chacun respecte la loi. Mais le respect de la loi relève aujourd'hui de la haute autorité de la communication et je voudrais lui laisser la plénitude de ses prérogatives et attributions. Cette pluralité des télés privées, des radios privées, de presse écrite, est-ce que pour vous, c'est une chance, c'est une opportunité ou c'est un danger pour la jeune démocratie malienne? Vous savez, les espaces de liberté, les espaces de communication, par principe, ne sont pas des dangers. Le non-respect des textes de la loi, quel que soit le domaine, est un danger. Donc, il faut faire en sorte que dans la liberté d'expression, l'on soit en tout moment conforme avec la législation en vigueur. Sans cela, c'est l'anarchie. Vous écoutez certaines de ces radios privées ou ça ne vous dérange pas d'écouter ces émissions-là qui foulent aux pieds les règles déontologiques? Je laisse à la haute autorité de la communication la plénitude de ses attributions pour gérer ces aspects qui ne relèvent plus de mon département. La qualité dans les médias maliens ne vous préoccupe pas? Bien évidemment. Pour ce qui me concerne, je fais ce que je dois faire en tant que ministre en charge, mais je m'interdis d'empiéter sur les prérogatives d'une autorité indépendante. Vous apportez une aide à ces médias? Oui. Ces médias bénéficient d'une aide annuelle. Elles ont souhaité que cette aide soit portée au minimum au niveau qui était la sienne avant les malheureux événements de 2012. Cette demande a été formulée auprès de M. le Président de la République qui s'y est engagé. J'ai le plaisir de dire aujourd'hui que l'engagement est tenu et que le montant demandé a été mis à la disposition de la maison de presse, de la presse pour la presse. Mais, monsieur le ministre, ce qui est une avancée à saluer. Justement, quel est l'esprit de cette aide à la presse? Là, si je pose la question, c'est parce que dans les rédactions, les journalistes généralement disent que l'argent va directement dans les poches des patrons de la presse et non dans les besoins des rédactions. Vous dites quoi? Ce n'est pas votre affaire? J'ai demandé que les règles anciennes que j'ai trouvées restent d'application cette année, mais j'ai demandé à mes services de dire très clairement à la maison de la presse que l'année prochaine, les critères d'attribution seront rigoureusement respectés. Cette aide n'est pas destinée à telle ou telle personne et cette aide ne sera possible que pour les organes qui en remplissent les critères. Et cela va nous permettre de sortir de tous les abus et dérives s'il y en a et de faire en sorte que la destination de l'aide ne soit pas dévoyée. La liberté de la presse, monsieur le ministre, le Mali classé en 2016 122e sur 180 nations par Reporters sans frontières. En 2015, le classement était on était donc le 118e. Ça fait 4 points de moins. Apparemment, la situation
selon leur jugement, va de mal en pire. Est-ce que le ministre de la Communication que vous êtes est satisfait de cela? Depuis plus d'une décennie, je suis un lecteur assidu, attentif à ce rapport de Reporters sans frontières. J'observe avec vous qu'il y a un recul sur la place du Mali, mais j'observe aussi, en rentrant dans les détails, qu'aucun fait n'est imputable au gouvernement. Tout est imputable au contexte sécuritaire. Lorsque, dans une ville comme Tombouctou, un journaliste est agressé, quelquefois même tué par des narcoterroristes, cela est mis, selon les critères de RSF, au passif du Mali. Il faut travailler à ce que la sécurité revienne, ce qui est l'objet de l'accord de paix, ce qui est la raison d'être du ministère de la Réconciliation nationale, ce qui va se faire dans le cadre de la conférence d'entente nationale, mais il n'y a pas de fait imputable au gouvernement. Et cela n'est pas un détail. Cela est très important. Ça veut dire que le gouvernement est attentif au respect de la liberté de presse, mais que le contexte sécuritaire dans lequel nous évoluons aujourd'hui permet à des narcoterroristes de poser un certain nombre d'actes pour lesquels les ministères en charge de la défense et de la sécurité restent pleinement engagés sous l'autorité du Premier ministre et du Président de la République. Effectivement, le rapport de Reporters sans frontières ne retient rien de majeur contre le gouvernement malien, mais on a un fait quand même divers à la limite qui retient l'attention. Mi-août 2016, un animateur de radio arrêté au moment où il s'apprête à commencer une émission. Est-ce que le gouvernement a décidé de faire taire quelqu'un qui dérange? Alors, vous comprendrez que je ne puisse évoquer un sujet qui est devant la justice. Tout me l'interdit. Et puisque je viens d'inviter les organes de presse à respecter les textes, je dois en faire pour moi-même un impératif. Maître Tall, avocat, grand défenseur de la presse, s'est beaucoup battu pour la dépénalisation du délit de presse en son temps. Et bingo, Maître Tall, ministre de la Communication, ça veut dire que le combat est déjà gagné d'avance. Parlons de la dépénalisation des délits de presse qui n'est en rien l'impunité pour les journalistes. Les journalistes restent et resteront soumis à des textes et à une déontologie. Par contre, un journaliste n'a rien à faire en prison, si ce n'est de l'aider à acquérir une célébrité, quelquefois, qui n'est même pas méritée. Il y a 1001 autres façons de faire en sorte que le journaliste puisse jouer pleinement son rôle dans le respect de l'autre. Ce n'est pas parce qu'on a une caméra ou une plume qu'on doit se permettre de porter atteinte à l'honorabilité, à la dignité d'un citoyen. Au contraire. Pourquoi en arrivons-nous là? Je pense honnêtement qu'il y a d'abord un problème de formation qu'il nous faut régler. Cette question de formation continue de ceux qui sont aujourd'hui dans la presse et qui n'ont pas fait des études de journalisme doit être prise en charge par l'école de journalisme. Mais il faut aussi qu'il y ait des sanctions. Et il y en a deux de mon point de vue. Il y a les sanctions qui procèdent du jugement des pairs. Quand les journalistes, quand vos pairs disent vous ne devez pas être avec nous, vous êtes une brebis galeuse, sortez de nos rangs. Ça, c'est pire que la prison. Mais il faudrait en ce moment que les journalistes assument cette responsabilité. Mais il y a aussi les sanctions pécuniaires. Vous portez atteinte à mon honorabilité, je vous amène devant la justice qui va vous condamner à payer. Non pas parce que j'ai besoin d'argent, je peux demander que cet argent soit reversé avec ce grec. Mais si vous savez qu'on va vous taper dans le portefeuille, vous ferez un peu plus attention et vous serez plus professionnel. Mais en toute hypothèse, j'ai trouvé sur mon bureau en arrivant un dossier qui portait sur la dépénalisation des délits de presse. J'en ai fait une priorité. Ce dossier sera soumis très prochainement en Conseil des ministres. Il a été un peu retardé parce qu'il devait inclure les aspects liés à la presse en ligne.
Un atelier vient d'être tenu à cet égard et il n'y a plus d'obstacle majeur à ce que le dossier soit soumis. Mais vous comprendrez comme moi que ce dossier soit sensible et qu'il faudrait qu'il y ait des débats pour arriver à l'adoption. Donc je continue à croire en la dépénalisation de la presse, mais le Mali est une république. Il y a le choix des départements ministériels, il y a l'arbitrage des hautes autorités et puis il y a le passage à l'Assemblée nationale. L'école de journalisme dont vous avez parlé comme éventuellement l'une des solutions à tous ces problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans la presse, l'école de journalisme qui tarde quand même à ouvrir ses portes. N'étant plus ministre en charge de cette école, je vous invite là aussi à en parler avec Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je sais que c'est une de ses priorités. Je sais qu'il y avait quelques obstacles objectifs, mais pas dirimants à surmonter. Et je continue à croire que très prochainement, cette école va être ouverte. L'école, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur, mais les produits qui sortent de cette école-là sont de vous. Les journalistes relèvent de vous, quand même. Mais vous savez, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui forme les médecins, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui forme les ingénieurs, pour les mettre à la disposition des ministères techniques. Il en va de ces cas comme il en va du cas des journalistes. Le ministère de la Santé peut mettre la pression pour les médecins et le ministère de la Communication pour les journalistes. Oui, mais on ne va pas demander au ministre de la Santé ou au ministre de l'Équipement de se substituer au ministre de l'Enseignement supérieur. D'accord, nous n'allons pas vous le demander, monsieur le ministre. On va plutôt passer présentement aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont donc connu un développement exponentiel ces derniers temps qui font la concurrence aux médias traditionnels. Est-ce que vous les considérez finalement maintenant comme un atout ou comme une menace? Vous avez parlé des médias traditionnels pour basculer dans les médias sociaux. Avant que je ne saute avec vous, permettez-moi de conclure sur les médias traditionnels parce qu'il y a l'AMAP qu'on oublie quelquefois. L'AMAP avec ses structures, l'essor. L'AMAP avec son agence de presse, avec son agence de publicité, avec sa presse communautaire. Pour dire qu'aujourd'hui, si je prends l'essor qui a bénéficié d'une nouvelle imprimerie, l'essor est en train de faire peau neuve parce que nous allons présenter très bientôt l'essor Noluc avec un contenu différent, avec une présentation différente, capable de tenir la concurrence avec les journaux privés et qui pourrait répondre aux attentes à la fois des lecteurs et des annonceurs. Mais l'essor aussi, c'est un effort extraordinaire de numérisation aujourd'hui. Il y a 135 000 pages qui sont numérisées, mais ici, je voudrais faire l'écho d'un appel à dons de la direction de l'AMAP parce qu'il manque des numéros de la période coloniale et quelques numéros des premières années de l'indépendance pour ceux qui auront une collection privée. Nous serons heureux au niveau de l'AMAP de recevoir ces numéros. L'agence de presse, je voudrais en parler parce qu'il faudrait qu'elle soit absolument la première source d'information pour le Mali et pour les Maliens. L'ancienne formule du bulletin est terminée. Nous allons vers la formule numérique avec amap.ml où on peut se connecter pour avoir les dernières informations sur le Mali. La presse communautaire dont on ne parle pas, extrêmement importante. Elle permet aujourd'hui, dans 3 de nos langues, le Bambara, le Sarakoulé et le Fulfulde, d'informer les populations rurales sur un certain nombre de questions liées à l'agriculture, à l'élevage, à la santé et au sport. Maintenant, vous avez évoqué le problème des réseaux sociaux. Vous savez, il en va des gouvernants comme d'un chef de famille. On travaille pour le quotidien, mais on travaille aussi et surtout pour les devenirs, pour les enfants. Et aujourd'hui, comment parler aux enfants ou les rejoindre? C'est sur les réseaux sociaux. Donc nous devons travailler à développer ces réseaux sociaux, en faire en sorte que nos enfants puissent en tirer le meilleur et en faisant en sorte de les préserver du pire qu'il y a sur ces réseaux sociaux. Nous les développerons dans les cadres que nous avons indiqués. Nous ferons en sorte que les outils pour aller sur ces réseaux sociaux soient accessibles à nos enfants. Mais nous savons aujourd'hui qu'on ne peut parler à nos enfants, qu'on ne peut les retrouver que sur les réseaux sociaux. Donc un mal nécessaire ou un bien?
un bien pourvu que les aspects nocifs soient contrôlés. Alors, Monsieur le ministre, mi-août toujours, à propos de la même affaire dont je parlais, pendant devant la justice, par rapport à laquelle vous refusez de vous prononcer, on a assisté à 3 jours de perturbation des réseaux sociaux, sans que personne ne sache qui est intervenu pour faire quoi. Le ministre de la Communication peut nous dire aujourd'hui, quelques mois après, qui avait suspendu les réseaux sociaux? Alors, c'est vous qui parlez de suspension. Ils étaient indisponibles, tout le monde l'a remarqué. J'ai constaté comme vous l'indisponibilité. Et vous ne savez pas qui était à l'origine? Vous savez... Beaucoup ont soupçonné le gouvernement de censurer. Oui, vous savez, le gouvernement a bon dos et le gouvernement doit accepter d'être critiqué, quelquefois accusé à tort. Mais quand les réseaux sociaux sont suspendus comme ça, les ministres de la Communication que vous êtes doivent chercher à savoir ce qui ne va pas. Bien évidemment. Vous avez demandé? Je travaille à ce que les réseaux soient rétablis, ils l'ont été. 3 jours après. Vous savez, depuis 48 heures, tous les réseaux de la fibre au niveau de la cité ministérielle connaissaient de graves perturbations dues simplement à des fouilles qu'il y avait au niveau d'un hôtel à construction. Cela peut arriver. Au-delà des avantages de ces réseaux-là, il y a quand même des inconvénients. La cybercriminalité, le cyberharcèlement, ça existe. La cyberintimidation aussi. Les terroristes utilisent même Internet pour coordonner leurs attaques. Quelles sont les garanties de sécurité que vous développez à votre niveau pour lutter contre tout cela? Au-delà des avantages de l'avion et des véhicules, des voitures, il y a des inconvénients. Ça comporte des inconvénients. Les avions crashent, il y a des accidents. Le problème au Mali, c'est qu'il n'y a aucun texte qui les régit. Je viens vous dire que nous sommes en train de porter un texte qui inclut la presse en ligne. Donc, la législation est en cours, est dans les circuits d'adoption. Nous ferons en sorte qu'il n'y ait pas d'entrave à la liberté qui sous-tend tout ce qui se passe aujourd'hui sur Internet. Mais nous ferons aussi en sorte de minimiser les abus et s'ils ont lieu, de les sanctionner. C'est par ces moyens que nous pouvons avancer, que nul ne croit qu'il peut arrêter Internet. Mais que nul se dise aussi que parce que c'est Internet, je ne suis soumis à aucune restriction d'ordre légal. Et c'est cet équilibre qu'il nous faut maintenir. Monsieur le ministre, la Poste, victime collatérale certainement de l'évolution technologique, la Poste qui est aujourd'hui à l'agonie, pourquoi faut-il à tout prix maintenir la Poste en vie? Dans ce contexte, on a l'impression que c'est un outil qui est dépassé. Parce que la Poste est irremplaçable. La Poste à papa, c'est fini. Vous ne trouverez plus un écrivain public qui va vous faire une lettre que vous allez affranchir pour envoyer à telle ou telle personne. Internet a pris le relais. Le développement des nouvelles technologies a porté un coup très dur à toutes les postes à travers le monde. Mais chaque fois que les nouvelles technologies portent un coup, elles offrent en même temps des opportunités. Et il y a aujourd'hui des opportunités parce que la poste de nos enfants peut naître, croître, grandir sur les cendres de la poste à papa. Le gouvernement a adopté hier seulement en conseil des ministres un texte sur le secteur postal. Ce texte, depuis de nombreuses années, est le premier à réguler le secteur postal en mettant en avant tout ce qu'il y a sur le service universel que nul autre ne peut fournir en dehors de la poste. Vous amenez votre colis à n'importe quel autre opérateur du secteur, il va vous dire, je ne peux pas l'amener, disons à ton cas. La poste est obligée de l'amener et l'amener au même prix qu'un colis, un pli qu'il déposerait à Kati. Cela a un coût. Il faudrait faire en sorte que ce service universel puisse demeurer perpétuellement. Mais quelles sont les opportunités qu'il y a aujourd'hui pour la Poste, qui sont en cours de réalisation aujourd'hui? C'est la banque postale. C'est aussi le courrier hybride qui permet à la Poste de dématérialiser tout ce qu'il y a comme factures provenant des grands facturiers comme Somagep, comme EDM, comme la Sotelma ou Orange et de les distribuer. Mais la Poste aussi doit et va se donner les moyens de distribuer le courrier rapide
et de faire les transferts de toute nature de colis et d'argent. C'est dire que la poste, elle n'est pas morte, elle vit et elle va faire en sorte. Elle est sous perfusion. La poste est un grand malade. Mais c'est un malade qui a de la volonté, qui a envie de guérir et qui a envie de reprendre force et vigueur. Okay. Mais monsieur le ministre, lors de votre visite à la direction générale de la Poste, vous avez été frappé par le délabrement des locaux, les conditions difficiles des travailleurs. Mais depuis ce jour-là, le personnel s'attend à des améliorations qui tardent à venir. Vous avez certainement cité des projets. À eux et à vous, je vous donne rendez-vous dans un an, vous ne reconnaîtrez pas la Grande Poste. Dans un an. Inch'Allah. Que Dieu nous donne longue vie. Amen. Je voudrais dire un dernier mot. Le dernier mot, c'est que l'humanité vit aujourd'hui une des plus grandes révolutions qu'elle ait jamais connues. Et nul ne peut se donner le droit, le luxe, de rater ce tournant. Ce train ne passera pas deux fois et ce train n'attendra pas. Donc il faudrait que l'opportunité qu'offre aujourd'hui l'informatique, le numérique, soit saisie. Je voudrais dire que le gouvernement a pleine conscience de cette réalité et qu'à travers le ministère de l'économie numérique, tout est fait. Tout sera fait pour que nous ne restions pas à quai et que ces traits partent sans le Mali. Parce que nous avons conscience que demain, c'est le numérique. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. On espère bien que le message, il est passé. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous. C'était donc le dernier numéro de Action gouvernementale. Merci donc à l'ensemble des membres du gouvernement qui nous ont fait le plaisir et l'honneur de passer sur ce plateau, au département de tutelle et à la direction générale de l'ORTM pour leur appui, aux structures du ministère de la Culture pour leur accueil, aux équipes techniques pour leur assiduité. Tout le plaisir a été pour Sidiki et moi donc de vous présenter ces 33 émissions. On se quitte à présent et on se donne rendez-vous à d'autres occasions sur les antennes de l'ORTM. Bonne suite de programme.